C'est à nous? Oui, c'est possible. Je pense qu'on ait trouvé le directeur du lycée agricole parmi vous, mais c'est à vous. D'accord. Donc pour pouvoir soigner la terre, faut d'abord la connaître. Donc on va essayer on va faire un peu une conférence en deux parties. Je vais expliquer un petit peu comment fonctionne le sol, et puis Lydia vous présentera un petit peu les conséquences d'une mauvaise gestion du sol sur notre alimentation et sur le sol, et puis ensuite comment réparer tout ça. Heureusement la terre est bonne fille, donc elle se répare, si on a de la bonne volonté, elle se répare. Donc on va d'abord commencer par vous parler un peu de ce milieu. Parce que curieusement, le sol est très mal connu. Hein, c'est la science du sol, qu'on appelle la pédologie, ne date que de la fin du 19e, donc c'est une science très récente. Je suis désolé, juste par rapport au nom qu'on est et justement l'audio, est-ce que tout le monde entend bien au fond? Les techniciens qui sont des lycéens du lycée qui... Mais les micros sont... Voilà, il faut vraiment mettre votre bouche près du micro. Il faut qu'on mette comme ça, vous entendez mieux? Bon, d'accord. Vous avancez le micro, c'est comme vous. Non, mais c'est bon, on va faire comme ça. On va se mettre comme ça. Donc le sol, c'est le milieu le plus complexe de la planète. Il héberge 80% de la vie. 80% de la biomasse est dans les sols, on ne la voit pas, mais elle est dans les sols. Il y a beaucoup plus de racines que de plantes. On regarde que les plantes, mais elles ont beaucoup plus de racines que de parties aériennes. Et le sol, c'est un milieu qui est dynamique. C'est la grande différence de l'atmosphère qui est stable depuis à peu près 4 milliards d'années. L'eau, elle n'a pas bougé non plus depuis 4 milliards d'années. Le sol est un milieu qui bouge. Il connaît une naissance. Normalement, dans nos régions, il se produit 1 à 2 tonnes de terre chaque année par hectare. Il a ensuite une maturité, c'est-à-dire il atteint une certaine épaisseur qui peut être très grande. Dans le cas des sols équatoriaux, ça peut dépasser les 50 mètres d'épaisseur. Et puis si on ne le gère pas bien, il meurt. C'est-à-dire il va disparaître dans les rivières. Quand vous voyez des rivières boueuses, c'est le sol qui est en train de mourir. C'est-à-dire que le sol va partir à la mer où il va ne plus servir à nourrir les hommes. Il va disparaître. Donc le sol, c'est un milieu curieux, il est organominéral, contrairement à l'atmosphère et à l'eau qui sont des milieux minéraux. Et il se trouve que le fait qu'il soit organominéral fait que vous ne pouvez avoir du sol que là où il y a de la vie. Il n'y a pas de sol sur Mars, il n'y a pas de sol sur la Lune, parce que pour faire du sol, il faut de la matière organique, et pour faire de la matière organique, il faut de la vie. Donc c'est un milieu, les anciens ont eu raison d'appeler notre planète la Terre, c'est la seule planète qui possède un sol, alors qu'il y a plein d'autres planètes qui possèdent des atmosphères ou de l'eau, mais il n'y en a qu'une qui a un sol, c'est la nôtre. Et comme les attaches qui lient la matière organique et la matière minérale, c'est les argiles, sont des attaches électriques, c'est un milieu très fragile. C'est très facile de séparer la matière organique de l'argile, et à son les argiles partent dans les rivières et le sol s'en va. Donc si on oppose un peu les deux autres milieux où s'épanouissent la vie, c'est-à-dire l'atmosphère que nous respirons, l'eau que nous buvons, ils sont formés d'attaches atomiques, ce sont des molécules extrêmement solides. L'humanité ne se prive pas de polluer l'atmosphère et de polluer l'eau, mais elle ne peut pas faire disparaître l'atmosphère, elle ne peut pas faire disparaître l'eau. Il faudrait chauffer la planète à 100 degrés pour la mettre sous vapeur. Par contre, c'est très facile de faire disparaître le sol, du fait que les attaches sont fragiles, et ce qui fait qu'on le pollue, comme l'eau et l'atmosphère, mais le jour où on l'a détruit, il s'en va. Alors que l'atmosphère, le jour où vous arrêtez de polluer l'atmosphère, l'air redevient respirable. Vous arrêtez de jeter des produits toxiques dans l'eau, elle redevient transparente. Le sol, une fois qu'il est parti, il est parti. Et là, c'est fini, vous l'avez perdu, il est parti dans les rivières. Alors, comment ça fonctionne, un sol? On va prendre le modèle de notre forêt tempérée, on ne va pas vous faire tous les modèles écologiques de la planète, parce qu'il faudrait plus d'une semaine pour vous expliquer comment ça fonctionne. On va prendre ce qui se passe en France. Dans un pays comme la France, avant l'arrivée de l'homme, 90% du territoire était couvert de forêts, et essentiellement de forêts de feuillus. Alors comment ça fonctionne? La forêt de feuillus, tous les ans, la forêt fait tomber à l'automne, puisque nous avons des hivers, donc des périodes froides où le sol ne travaille plus. Donc les arbres vont se mettre en hibernation, puisqu'ils ne vont plus être nourris par les microbes du sol, puisque le sol devient trop froid. Ils vont donc faire tomber leurs feuilles, tomber les bois morts, et ils vont créer à la surface du sol ce qu'on appelle une litière. Cette litière va être attaquée par une faune bien particulière, qu'on appelle la faune épigée, épi en grec au-dessus, G, la terre, au-dessus de la terre. Et le travail de cette faune, ça va être de manger toutes ces matières organiques, d'en faire des excréments, c'est-à-dire les réduire en éléments très fins, qui va permettre aux champignons d'attaquer cette matière et de fabriquer les humus. Donc ce travail va se faire pendant l'automne et l'hiver, fabrication des humus.
se fait, comme on le voit, à la surface du sol. Première leçon que nous donne la forêt, la matière organique doit évoluer à la surface du sol. Il ne faut jamais enfouir de matière organique dans un sol. Ça, c'est la première leçon que la nature nous donne. Alors voilà la faune épigée. Vous avez des organismes qui attaquent les parties tendres des feuilles, qui vont transformer les feuilles en dentelle. Ce sont les colamboles, donc les 3 espèces que vous voyez au-dessus, donc des formes très variées, qui ressemblent à des pucerons, d'autres à des crevettes. Population de colamboles dans nos forêts, 3-4 milliards à l'hectare. Maintenant, dans notre laboratoire, nous trouvons dans les sols agricoles 0. On ne trouve plus un seul. Ils ont été entièrement, le taux de matière organique tombé tellement bas qu'ils ont entièrement disparu. Vous avez ensuite les acariens qui attaquent des matières plus dures, les nervures des feuilles. Et puis vous avez aussi des prédateurs en bas à droite, les pseudoscorpions, qui vont réguler un peu ces populations. Donc, les acariens, on arrive toujours à trouver dans les sols agricoles. Ils sont plus résistants à la dessiccation provoquée par le labour et aux produits phyto. On va vous montrer un peu ce que c'est qu'un sol forestier en activité. Vous allez voir, c'est assez actif. C'est-à-dire qu'il y a du monde dans ce sol. Voilà. Alors évidemment, on ne les voit pas, il faut un microscope pour les voir. Là, c'est une vidéo qui est faite sous microscopie. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'espèces d'acariens, il y en a des grands, il y en a des petits. On est loin de connaître encore toutes les espèces vivantes du sol. Il y a un manquement de spécialistes pour tous les étudier. Vous voyez, le travail de tous ces animaux, ça va être de rendre la terre grumeleuse. Voilà un colombole qui se pose sur un acarien, sur le dos d'un acarien. Donc ça va, ils vont constamment travailler la terre, la rendre poreuse et lui permettre de boire l'eau et de faire rentrer l'oxygène dans le sol. Vous avez aussi des vers qui vont affiner encore cette matière, qui vivent à la surface du sol, qui souvent mangent les excréments des autres et vont continuer à la rendre de plus en plus fine. Et ils vont constituer donc à la surface du sol ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales, que vous voyez en haut à droite, c'est-à-dire un horizon extraordinairement aéré, qui est formé uniquement d'excréments de ces animaux, et quand on regarde le microscope, en haut à gauche, vous voyez que c'est comme un empilement de billes, et ça va conférer donc au sol de forêt une énorme perméabilité, puisque pour vous donner une idée, une forêt tempérée en France a une perméabilité de 150 mm d'eau-heure. Si on compare à un limon labouré en France, un limon labouré a une perméabilité d'1 mm d'eau-heure, donc 150 fois moins que la forêt. On comprend pourquoi nous avons des inondations importantes à l'heure actuelle. C'est pas parce qu'il pleut plus, il pleut toujours la même quantité, mais nos sols sont tellement fermés. Plus en plus on bétonne, on met du goudron partout, ce qui fait que ça inonde parce que tout simplement les sols n'ont plus la capacité de boire l'eau. On voit là en ce moment il a plu, vous voyez des mares dans les champs dû au fait de la disparition de cette faune. Donc les arbres ils vont s'adapter, ils se sont adaptés au cours des millions d'années à cette structure, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont développer un double système racinaire, des racines horizontales qui se trouvent sous la matière organique. Alors pourquoi la nature a développé ça? C'est qu'en fait au printemps, lorsque le sol va se réchauffer, les bactéries vont attaquer l'humus, vont le minéraliser et vont libérer du nitrate, du phosphate, du sulfate, des éléments nutritifs qui vont descendre avec l'eau de pluie, qui vont être récupérés par les racines horizontales de l'arbre et qui vont être recyclés dans la frondaison, puisque les arbres vont faire sortir leurs bourgeons, leurs feuilles et vont rentrer à nouveau en phase d'assimilation. Donc deuxième leçon que nous donne la nature, comme la matière organique est au-dessus des racines, le système sol-plante est fermé. Pas de pollution sous forêt, l'eau qui va arriver dans la nappe phréatique est pure, parce que les racines sont sous la matière organique. Alors que dans le modèle agricole, nous labourons, nous mettons la paille sous les racines du blé, donc nous allons polluer les nappes parce qu'on positionne mal la matière organique. Ensuite, les arbres, ils ont un deuxième système racinaire qui est pivotant, qui va descendre jusqu'à la roche-mère et qui va l'attaquer. Les racines sécrètent des acides qui vont attaquer la roche et la transformer en argile. Alors à cette profondeur, vous avez une faune qui va heureusement, qui est présente et qui nettoie toutes les racines mortes, qui maintient le système vivant. Un blé fait 200 km de racines, nous mettons 200 pieds au mètre carré, il y a 4 milliards de kilomètres de racines de blé dans un champ. Heureusement qu'il y a des animaux pour manger toutes ces racines, sinon les sols seraient complètement encrassés de racines mortes et ça ne marcherait plus. Donc cette faune, on l'appelle la faune endogée. Donc on retrouve des espèces proches on retrouve des colamboles, par exemple, vous voyez, ils sont aveugles, ils circulent dans la nuit du sol, et ils passent leur temps à manger des racines. On retrouve des acariens étranges, alors ça c'est la faune la plus mal connue, ils ne sont pas faciles à étudier, il faut creuser des trous, ils n'aiment pas la lumière, donc on a un peu de mal à les suivre. Et puis quand on arrive au contact de la roche-mère, sous forêt, bien la roche est tapissée d'excréments de ces animaux qui vont recycler, donc, dans la nature tout se recycle, les racines vont être recyclées sous forme d'excréments, c'est-à-dire à nouveau de l'humus qui va être
recyclés dans le système vivant. Alors, donc on voit que le sol est un complexe organominéral, c'est-à-dire une attache des humus avec les argiles. Alors comment les humus et les argiles s'attachent, puisqu'en fait l'argile se forme en profondeur par l'attaque de la roche par les racines, les humus en surface par l'attaque de la litière par la faune. Comment ça se forme? Eh bien, c'est grâce à une troisième faune, celle-là vous la connaissez tous, c'est les grands vers de terre, ce qu'on appelle la faune anécique. Ce sont des animaux qui vivent dans des galeries et toutes les nuits viennent chercher de la matière organique et la redescendent le long de leur galerie et ils vont mélanger ça avec l'argile. Et comme ils ont une glande qui s'appelle la glande de Morène très riche en calcium, ils vont attacher ensemble argile et humus. Alors nous avons des espèces de grosses tailles. En haut à gauche, vous avez Sclerotica gigas qu'on trouve le long de la chaîne pyrénéenne qui fait 1 mètre de long, donc des grands vers de terre qui sont capables de tirer des tiges de colza dans leur galerie. Sinon, le plus courant, c'est l'Ombricus terrestris. Ils sont très sensibles aux phytosanitaires. Vous avez en bas à droite une photo de vers de terre dans un vignoble. Il est tout blanchâtre, tout mou. Ils sont très sensibles aux produits phyto. Et vous avez en bas à gauche un turricule de vers de terre qui remonte constamment. Les vers de terre vont constamment remonter le magnésium, le potassium, le calcium. Ils passent leur temps à lutter contre le lessivage et à remonter les éléments à la surface du sol. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de pollution sous forêt. Il y a tout un système qui recycle, qui remonte les éléments grâce à cette faune. En population de vers de terre sous forêt, selon les forêts, de 2 à 4 tonnes à l'hectare. Ils remontent leur poids de terre tous les jours. Donc ça veut dire que tous les jours, vous avez 2 à 4 tonnes d'éléments nutritifs qui sont remontés à la surface et qui vont donc être insensibles au lessivage puisque c'est tout le temps remonté. C'est comme ça que la vie arrive à durer sans utiliser d'engrais et de pesticides. C'est parce qu'elle le recycle au lieu de laisser partir dans les nappes. Alors deuxième groupe d'organismes qui vivent dans les sols, les racines. Évidemment, là aussi, on ne les voit pas, mais quand on les étudie au microscope, on se rend compte qu'il y a 2 grands types de racines. Vous avez les plantes annuelles, les blés, par exemple, ou les colzas, qui doivent se développer en 1 an. Il faut qu'ils se mettent à graines rapidement. Ils ont juste l'année culturelle pour se mettre à graines. Ils vont donc avoir des racines qui poussent très vite. Un blé, en ce moment, il pousse à 1 cm jour. Ces racines, quand va arriver le printemps, quand le sol va réchauffer, il va pousser à plus de 5 cm par jour. Donc comme c'est des racines qui avancent vite, elles se protègent. Vous avez en haut à gauche une racine de blé qui avance dans un sol. Vous voyez qu'elle est protégée par une coiffe à l'avant de la racine. Et tout de suite derrière cette coiffe, les cellules vont s'allonger pour former ce qu'on appelle les poils absorbants qui vont venir se nourrir dans le complexe argilo-humique. Donc en haut à droite, vous voyez une racine de céréales avec tout son complexe argilo-humique. Alors je vous disais son complexe de poils absorbants. Donc je vous disais qu'un blé fait 200 km de racines et il fait 5000 km de poils absorbants. C'est vraiment un système extraordinairement efficace pour aller chercher les éléments nutritifs dans le sol. Puis il y a un deuxième choix dans la nature qui sont les plantes pérennes, les arbres, les vignes, etc., qui elles n'ont pas de poils absorbants. Donc ces organismes ont une association obligatoire avec des champignons qu'on appelle les mycorhizes. Vous avez en bas à droite, à gauche, une racine mycorhizée. Vous voyez que ça fait un manchon de mycélium qui envoie le mycélium part chercher la nourriture dans le complexe argilo-humique et en échange, l'arbre va donner du sucre au champignon pour le nourrir et le champignon va lui rapporter le phosphore, le nitrate, le sulfate, etc. Alors ça va conférer aux arbres une propriété remarquable, c'est que ce sont des organismes qui sont pionniers, c'est-à-dire qu'ils colonisent des milieux que les plantes annuelles ne peuvent pas coloniser. Vous avez en bas à droite des racines d'arbres dans un sol à plus de 75% d'argile, là où un blé ne pourrait pas s'enfoncer. L'arbre, il est patient, il a le temps. Grâce à ces mycorhizes, il va pouvoir coloniser des milieux où les plantes annuelles ne peuvent pas pénétrer. Troisième groupe d'organismes qui vivent dans le sol, les microbes. C'est grâce aux microbes que les plantes peuvent manger. Les plantes sont incapables de se nourrir dans le sol. Elles ne sont pas capables de se rendre assimilables les éléments. C'est le travail des microbes. Donc les microbes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rendre les éléments solubles dans l'eau, parce que la plante, elle absorbe de l'eau. Et pour qu'une plante puisse se nourrir, il faut que les éléments soient sous forme soluble. Alors pour rendre les éléments des roches solubles, les microbes vont utiliser 2 voies. Une première voie qui est l'oxydation. C'est-à-dire qu'ils vont fixer l'oxygène sur l'atome à transporter. Il n'y a que 3 éléments dans le sol qui, à l'état oxyde, sont solubles dans l'eau. Vous avez l'azote, qui va être transformé par les nitrobactères en nitrate NO3-, qui est soluble, qui va pouvoir rentrer dans la racine de la plante. Vous avez le soufre, qui est transformé par les sulfobactéries en sulfate, 2 fois moins soluble dans l'eau, donc absorbable par les plantes. Et enfin le phosphore, transformé par les mycorhizes en phosphate, PO4, 3 fois moins, qui est soluble et qui peut rentrer dans la plante.
Ce sont les seuls éléments. Tous les autres, tous les oligo-éléments, le fer, le zinc, le manganèse, sont précipités à l'état d'oxyde. Le fer donne la couleur brune à nos sols, c'est l'oxyde de fer, FeO3, c'est totalement insoluble, la plante ne peut pas se nourrir. Vous pouvez voir des vignes sur des sols bruns rouges, totalement chlorosés, alors qu'elles ont les racines dans le fer, mais ce fer, elles ne peuvent pas l'assimiler. Donc les microbes vont utiliser une réaction beaucoup plus complexe que l'oxydation, qui est une réaction qui s'appelle la chélation. Alors, dans la chélation, qu'est-ce que font les microbes? Ils vont prendre l'oligo-élément et ils vont l'attacher avec un acide organique qu'eux synthétisent. Or, les acides organiques sont des fonctions CO-, donc des fonctions hydrosolubles. Donc, ça va être soluble dans l'eau. Ils vont créer un chélate. Par exemple, pour le fer, ils vont faire du tartrate de fer, du succinate de fer, du citrate de fer. Ça va dépendre des microbes et ils vont pouvoir nourrir la plante. Donc, tout ce travail va être réalisé par les microbes du sol. Alors, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que vous voyez que pour rendre un élément assimilable, les microbes ont fixé l'oxygène sur 3 atomes d'oxygène sur l'azote, 4 atomes d'oxygène sur le soufre et le phosphore, 2 atomes d'oxygène par oligo-élément. Pour qu'ils puissent fixer l'oxygène, il faut que le sol soit comment? Aéré. Qui aère le sol? La faune. Donc on voit qu'il y a une véritable logique dans le système vivant. Si vous avez un sol riche en faune, il sera aéré. S'il est aéré, les plantes pourront se nourrir grâce aux microbes du sol. Si maintenant vous tuez la faune, vous brûlez la matière organique avec des engrais chimiques, il n'y a plus de faune, plus d'aération, les sols se compactent, ils se bétonnent, et vous êtes obligé d'acheter du nitrate, d'acheter du phosphate, d'acheter du sulfate. Il faut arrêter de dire que sans engrais on ne va pas nourrir l'humanité. C'est avec des sols morts on ne peut pas nourrir l'humanité. Alors qu'est-ce qu'il y a dans un gramme de sol vivant, je parle d'un gramme de sol forestier chez nous. Vous avez 10 000 à 100 millions d'actinomycètes, c'est selon les écosystèmes. Vous avez 10 millions à 10 milliards de bactéries. Vous avez 100 à 10 000 algues. Vous avez 1000 à 1 million de protozoaires. Vous avez 10 000 à 1 million de germes de champignons. Et quand on pèse tous ces microbes, donc ça on a ça juste dans un gramme, eh bien on arrive à 2 à 3 tonnes de microbes à l'hectare. Il faut savoir que les microbes, ils ont une énergie qui est 350 fois supérieure à la nôtre. C'est 1 kilo de bactéries a autant d'énergie biochimique que 350 kg d'êtres humains. C'est-à-dire que 2 à 3 tonnes de microbes, c'est l'énergie de 1000 tonnes d'êtres humains à l'hectare. C'est la plus grosse énergie biochimique de la planète. Et l'agronomie moderne dit dégagez, il n'y a rien à voir, on n'a pas besoin de s'occuper de ces microbes, alors que c'est la plus grosse énergie biochimique du monde. Donc l'agriculture de demain devra apprendre, le travail de l'agriculteur, c'est gérer cette fermentation du sol, exactement comme le vigneron gère la fermentation de son raisin, ou le boulanger la fermentation de sa farine. Eh bien le métier de demain, l'agriculteur, ne sera pas de tuer cette microflore, ce sera au contraire de faire en sorte que la fermentation se passe bien et que les microbes travaillent activement dans son sol pour nourrir ses plantes. Alors, on vous raconte que sans engrais, on va tous mourir de faim. C'est un énorme mensonge, puisque l'essentiel de la matière sèche d'une plante est prélevé dans l'atmosphère. L'atmosphère va donner la quantité. La plante, dans l'atmosphère, va prélever 94% de sa matière sèche. Quand on vous parle d'engrais, les engrais, mais ça ne représente que 6%. 94%, c'est l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, la plante va prélever que 3 atomes. Le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Le carbone fait 44% du poids des plantes, l'oxygène 44%, vous voyez, eux deux, c'est 88% du poids des plantes, et ils viennent du gaz carbonique, qui lors d'une réaction qui s'appelle la photosynthèse au niveau de la feuille des plantes, avec une enzyme qui s'appelle la chlorophylle, elle va utiliser l'énergie du soleil, elle va transformer ce gaz carbonique en sucre. Elle va aussi utiliser l'hydrogène, qui fait 6% du poids des plantes, vient de l'eau. L'eau de pluie au niveau de la feuille va être photodécomposée pendant la réaction de la photosynthèse en oxygène que nous allons respirer, et en hydrogène qui va rentrer dans les sucres. Donc la photosynthèse, c'est gaz carbonique plus eau, donne oxygène plus sucre. Et vous, quand vous allez manger un aliment, vous allez recracher du gaz carbonique par vos poumons, ça s'appelle la respiration, c'est la réaction inverse de la photosynthèse. Vous allez uriner, cette eau va repartir dans les nuages, retomber dans les champs, le gaz carbonique que vous expulsez de vos poumons va repartir avec le vent dans les champs, 94% du poids sec des plantes va revenir dans nos champs. Et ce qui est étonnant, c'est que depuis maintenant une trentaine d'années, l'humanité augmente énormément la dose de gaz carbonique dans l'atmosphère. On devrait avoir une augmentation de rendement. Quand on fait le calcul théorique, on est passé à 400 ppm de gaz carbonique, on devrait avoir augmenté nos rendements de près de 10%. Or, on observe plutôt non seulement une stagnation, mais même une baisse de nos rendements. C'est dû au fait que les sols sont à genoux, on les a tués à force de les maltraiter, et ils sont plus capables de répondre aux capacités qu'auraient les plantes de produire beaucoup plus grâce à l'augmentation de gaz carbonique. Alors le sol, il ne fournit pas grand-chose, 6% du poids des plantes, mais par contre c'est la qualité. C'est ça qui va donner le goût à vos aliments, c'est que dans le sol, la plante va prélever 24 aliments, 24 atomes,
grâce aux microbes, et c'est ce qui va donner tous les arômes et tous les parfums. C'est pour ça que le hors-sol n'a aucun goût. Quand vous mangez une tomate hors-sol ou une tomate ou une fraise, ça ressemble à de la tomate ou à de la fraise, ça n'a strictement aucun goût, parce qu'il n'y a pas toute cette richesse de minéraux que donne un sol par rapport à de la laine de verre dans laquelle on met du NPK, une solution nitrique. Ça n'a rien à voir avec ce que donne le sol, c'est pour ça que le hors-sol, ça n'a strictement aucun goût. Et vous ne pourrez jamais obtenir le goût qu'un sol est capable de vous donner. Et c'est aussi ça la notion de terroir, c'est que chaque sol a son équilibre de légo-éléments et donne un parfum particulier à vos aliments. Alors ce qu'il faut bien distinguer, c'est très mal distingué dans la tête des agriculteurs, il faut bien qu'on sépare dans votre tête la notion de fertilité et la notion de fertilisation. Un sol est fertile lorsqu'il est capable de nourrir une plante. Donc un sol peut être fertile pour de la vigne, peut être fertile pour des céréales. Donc fertile pour la vigne, ça veut dire quoi? Ça veut dire capable de faire un vin de qualité gustative. Fertile pour les céréales, capable de faire un pain parfumé et qui va durer au moins 15 jours dans votre mi-chapin au lieu d'être sec dès le lendemain matin. Ça, ce sera un sol fertile pour un aliment qui vous nourrira correctement. Il ne faut pas confondre avec un sol fertilisé. Nos sols à l'heure actuelle ne sont plus fertiles, c'est-à-dire que si on arrêtait les engrais, ils ne sont plus capables de faire pousser correctement des plantes parce qu'ils sont épuisés et ils sont donc fertilisés. Ça n'a rien à voir, sauf que la fertilisation, contrairement à la nature elle se nourrit avec l'énergie du soleil et avec l'énergie des microbes. La fertilisation, elle dépend du pétrole. Or le pétrole, tôt ou tard, on ne va plus en avoir. Ça a quand même posé des problèmes. C'est la première fois que l'humanité fait dépendre sa nourriture du pétrole et non pas du soleil. Donc, bien comprendre cette notion que les anciens avaient très bien comprise, c'est la notion de vocation de sol. Un sol qui est fertile pour de la vigne ne sera pas fertile pour du blé. La côte bourguignonne fait des vins fabuleux, mais si on plantait du blé, ce serait une catastrophe. Donc il faut bien noter cette notion de vocation. Il n'y a pas de sol pauvre, il n'y a que des sols mal cultivés. Les sols sont capables de nourrir les hommes à condition de positionner l'olivier là où il faut le mettre, la vigne là où il faut le mettre, les légumes là où il faut les mettre. Tous les sols sont capables de nourrir les hommes à condition. Alors on a fait croire avec les engrais qu'on pouvait pousser n'importe quoi, n'importe où. Oui, mais à coup de pétrole. Il faut 10 calories de pétrole pour faire une calorie alimentaire en ce moment. Et le hors-sol, c'est 36 calories de pétrole pour faire une calorie alimentaire. Ça n'a pas duré, parce qu'un jour il n'y aura plus de pétrole, il va bien falloir qu'on revienne vers une alimentation due au sol. Donc l'état des lieux à l'heure actuelle en France, l'agriculture consomme 50% de l'eau en France et jusqu'à 80% en été, c'est-à-dire c'est le plus gros consommateur d'eau de la société française. Donc quand on vous dit fermez votre robinet pour vous laver les dents, c'est pas vous qui consommez de l'eau, c'est l'agriculture irriguée. On a augmenté nos surfaces entre 1970 et 2010 de 330% de surfaces irriguées. Nous irriguons à l'heure actuelle 1 500 000 hectares de terres irriguées. La grosse majorité, c'est le maïs, maraîchage et vigne, alors qu'avant, le maïs est une plante de milieu sec. Avant qu'on sélectionne le maïs pour le rendre dépendant de l'eau, le maïs pousse dans les milieux secs au Mexique. Regardez l'augmentation à la fois des surfaces drainées, on est dans un monde quand même, on marche un peu sur la tête, on draine de plus en plus de terre et on irrigue de plus en plus de terre. Donc il faudrait quand même avoir un peu de logique dans le développement agricole. Donc à l'heure actuelle, si on prend l'état des lieux mondial, dans le monde il y a 277 millions d'hectares qui sont irrigués, c'est-à-dire 15% des terres arables. 8 millions d'hectares sont salinisés par l'irrigation chaque année, puisque quand vous irriguez, vous utilisez de l'eau de nappe qui est une eau salée, parce qu'elle est en contact avec la roche, alors que dans la nature c'est de l'eau de pluie qui tombe sur les sols, c'est de l'eau distillée. L'eau de pluie ne salinisera jamais du sol, parce qu'elle est dépourvue d'éléments minéraux. Quand vous pompez de la nappe, vous salinisez au sol. Et chaque année, 8 millions d'hectares deviennent impraticables à l'agriculture, parce qu'ils sont salinisés par l'irrigation. Les pays qui irriguent le plus sont l'Inde, la Chine et les États-Unis, qui eux seuls font 50% des surfaces irriguées. Donc dans un pays comme le Pakistan, 80% de la nourriture est produite par les terres irriguées. C'est le pays qui a le plus de désertification au monde. Donc en Europe, 90% des eaux de surface et souterraines sont polluées par les nitrates. Et en France, 98% de nos eaux sont polluées par des pesticides ou des résidus de pesticides. Le vignoble est particulièrement concerné, puisqu'il ne fait que 3% de la SAU, mais il représente 30% des pesticides. Et il y a un vrai changement de la demande populaire. Le peuple demande à l'agriculture de faire comme l'industrie,
d'arrêter de respecter l'environnement, et elle lui demande de produire de la qualité. Bon, ben pour cela, il va falloir apprendre à refaire travailler nos sols et à diminuer toutes les doses de pesticides. Donc c'est une vraie façon d'entrevoir et d'innover pour l'agriculture de demain. Alors n'oubliez pas que l'arbre, c'est le grand régulateur de la biosphère. Après la guerre de 14, on a écoulé les usines de barbelés dans l'agriculture, on a arraché toutes les haies, on les a remplacées par des barbelés. Nous, quand on fait des mesures de porosité sous haie, une haie, ça a une perméabilité de 100 mm d'Ohr, alors que le champ d'à côté n'a qu'un 1 mm d'Ohr de perméabilité. Il faut replanter des haies autour des champs. On ne peut pas l'équilibre, la seule agriculture durable est l'équilibre agro-silvo-pastoral. Le champ, la forêt, l'arbre et les pâtures. C'est l'arbre qui stocke l'eau, c'est l'arbre qui protège, fournit de la lignine et permet de faire des humus, et c'est l'arbre qui dégage beaucoup d'oxygène dans notre atmosphère. Alors nous perdons, comme nous perdons à l'heure actuelle, nous détruisons 10 millions d'hectares de terre chaque année, on essaye de le compenser par de la déforestation au pays tropical, c'est pour ça que le climat se réchauffe tellement vite, c'est qu'on est en train de détruire toutes les forêts qui maintenaient une température fraîche à l'équateur, et on a maintenant des chaleurs terribles dans les champs de soja, c'est intenable tellement il fait chaud, et c'est ça qui crée les ouragans, c'est ces différences thermiques. Alors voilà ce qu'on fait avec la forêt amazonienne, et on la pousse en andin, on fout le feu, et puis on cultive, donc on détruit des millions d'hectares chaque année de forêt, qui assurent l'oxygène et la température douce. Voilà un exemple tragique qui est Haïti. Vous avez à gauche Haïti, à droite Saint-Domingue. Haïti a été le premier pays à demander son indépendance. En échange, la France et l'Angleterre lui ont demandé de payer une amende de 150 millions de francs or. Haïti n'avait pas de richesse, donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de rembourser la dette? Ben, ils ont défriché tout, et c'est maintenant le pays le plus pauvre de la planète, alors que Saint-Domingue, qui a conservé sa forêt, n'est pas en état de misère comme Haïti. Et Haïti va avoir du mal à nourrir à nouveau sa population, parce que là, détruit ses sols qui sont partis dans les rivières. Donc il faut savoir que nous détruisons 12 millions d'hectares de forêt tropicale, nous bétonnons 5 millions d'hectares chaque année de sol. Un pays comme la France bétonne un département tous les 7 ans, tous les 6 ans maintenant, là, les derniers chiffres c'est tous les 6 ans. Tous les 6 ans, il y a un département français, et bientôt on va nous faire encore un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, qui va encore bétonner 1600 hectares de terre agricole. Donc on est vraiment dans un état un peu suicidaire, puisqu'on diminue constamment chaque année notre surface pour pouvoir nourrir les gens. Donc la population s'entasse dans les villes, et voilà. Là, c'est juste pour vous montrer des essais qui démarrent maintenant en France sur l'agroforesterie, c'est-à-dire on est en train de découvrir que quand on remet des arbres dans les champs, on augmente les rendements, à la grande surprise, tout le monde pensait qu'en réinstallant des arbres dans les champs de blé, ça allait faire baisser les rendements, c'est l'inverse, ça les augmente. Donc on est en train de découvrir que les anciens, ils avaient eu raison de mettre des haies. C'est un facteur d'augmentation du rendement, la présence de l'arbre, avec ses feuilles qui tombent, avec sa capacité qu'a l'arbre d'aller chercher les minéraux en profondeur et de les faire retomber sous forme de feuilles, améliore la productivité à l'hectare. Voilà une photo prise par Lydia qui est intéressante, c'est une photo qui est prise en Amazonie. Vous avez donc au-dessus la rivière de l'Iguassou, qui est un parc national. Vous pouvez remarquer que la rivière qui sort du parc national est absolument transparente. Et vous pouvez remarquer qu'en face, c'est cultivé, et la rivière qui sort de la zone cultivée est entièrement boueuse. Donc Lydia, maintenant je vais laisser la parole à Lydia, qui va reprendre la suite. Merci. Donc Claude, là, c'est une photo, on travaillait dans le sud du Brésil, et on est sur le parc national, et c'est pour montrer qu'en fait, quand on est en agriculture, une agriculture qui n'est pas raisonnée, en fait, on va perdre du sol, puisque vous voyez la rivière, là, en fait, qui sort de la zone cultivée, est pleine de boue. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit absolument partout. Donc, Claude vous a montré comment le sol fonctionnait. Je vais vous montrer comment, en fait, on détruit ce sol, et si on accepte les règles du sol, eh bien, en fait, même dans des sols qui sont abandonnés par l'agriculture, par l'agronomie, ben, en fait, on peut remettre de la vie, on peut recultiver et on peut remettre des populations sur des sols à l'heure actuelle abandonnés par l'agronomie. Alors, comment ça fonctionne? Quel que soit l'endroit où on va sur la planète, parce qu'on travaille en Europe, on travaille en France, on travaille en Europe, mais on travaille aussi dans des pays dits assez en voie de développement, en Afrique par exemple, où en fait les sols sont en très mauvais état, et c'est chaque fois la même dynamique.
on perd les sols sur la première chose, sur la biologie. Claude vous a